La trame verte et bleue est une des mesures phares du Grenelle de l'environnement de 2007. Elle a pour objectif de préserver la fonctionnalité des milieux naturels et leurs services rendus par la biodiversité, absorption des crues, épuration des eaux, lutte biologique contre les nuisibles des cultures, activités de loisirs nature. La trame verte, pour les milieux terrestres, et bleue, pour les milieux humides et les cours d'eau, repose en premier lieu sur la réalisation d'un diagnostic identifiant les réservoirs et les corridors écologiques. Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, et où les espèces animales et végétales peuvent effectuer leur cycle de vie. Les corridors écologiques sont des liaisons fonctionnelles permettant des connexions entre les réservoirs de biodiversité. Ce sont des voies potentielles de déplacement pour les espèces. Le but est ensuite d'intégrer les enjeux de préservation et remise en état des réservoirs et corridors dans les projets d'aménagement et les documents d'urbanisme communaux et intercommunaux. Plusieurs trames spécifiques à notre territoire ont été identifiées. La trame forestière, la trame prairiale et la trame humide. Chaque trame accueille des espèces différentes qui ont besoin de ces milieux pour se nourrir, se reposer, se déplacer et se reproduire. Pour exemple, dans ce paysage, les réservoirs forestiers peuvent accueillir des espèces typiques comme le lynx et le chat forestier, qui peuvent se déplacer sur de grandes distances, des insectes, mangeurs de bois, associés aux vieux bois et bois morts, comme le pic-prune, qui ne peuvent se déplacer que de proche en proche. Des herbacées, telles la lusule poilue associée aux forêts anciennes, c'est-à-dire présentes depuis au moins 150 ans, ne se déplaçant qu'à une faible distance. Ces espèces vont préférentiellement utiliser les corridors boisés pour aller d'un réservoir à un autre. La trame prairiale, quant à elle, est le milieu de vie de nombreuses espèces de papillons, criquets et autres insectes de milieux ouverts, parfois humides. Ces espèces sont plus ou moins dispersantes, 15 km pour les papillons et quelques kilomètres pour les criquets, et privilégient les déplacements au sein des milieux ouverts. Enfin, les cours d'eau sont les habitats de nombreuses espèces de poissons, comme la truite et le brochet, qui ont des besoins différents. Les truites et autres salmonidés migrent de l'aval vers l'amont pour se reproduire, puis redescendent pour croître. Les brochets se déplacent entre le cours d'eau où ils vivent et les zones humides temporaires ou permanentes, connectées au cours d'eau pour frayer. À l'heure actuelle, et de manière accrue ces dernières années, chaque trame subit des pressions de nature différente, dont les plus marquées sont l'urbanisation, qui induit une destruction directe du milieu, l'intensification des pratiques de gestion, horticole, agricole et sylvicole, qui peut dégrader plus ou moins durablement le milieu, la fréquentation touristique, qui amène du dérangement et peut dégrader le milieu, le reboisement naturel des prairies, qui induit une disparition de ces milieux, les ouvrages hydrauliques, qui peuvent empêcher le déplacement des poissons et dégrader le cours d'eau, modification des berges et de la taille des substrats. Cependant, des moyens existent et sont déjà mis en œuvre pour endiguer ces phénomènes. En voici quelques exemples locaux. Ce site appartient à la commune. Il recèle une biodiversité exceptionnelle. Sa gestion, passée par pâturage successif des agriculteurs de la commune, a permis de préserver les enjeux prairiaux de par l'absence d'amendement. Sa gestion actuelle est encadrée par une convention quadripartite entre la commune, le CENL, l'ONF et l'exploitant pour préserver ces enjeux. Elle consiste en une fauche tardive et un pâturage équin occasionnel. À l'origine de la protection du site, c'est la découverte de quelques espèces intéressantes et ensuite c'est une discussion avec la commune propriétaire des terrains qui a permis d'établir une convention quadripartite. Ce site a été reconnu à plusieurs titres au niveau des inventaires, au niveau des ZNIEF, zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique, et au niveau des espaces naturels sensibles du département des Vosges. C'est 15 hectares de milieux très mélangés, mais principalement sur ce site se trouvent des prairies submontagnardes et qui sont également des prairies humides, donc qui participent à deux trames au sein de la trame verte et bleue. La trame des prairies humides et la trame des prairies entre 400 et 800 mètres d'altitude.
Pour les espèces qui sont les espèces principales qui sont visées au niveau de la conservation, nous avons le Damier la succise, dont la chenille vit sur la plante qui s'appelle la succise, qui est présent ici, et le criquet palustre, qui est un criquet qui est lié aux prairies très humides et qui est vraiment en voie de régression au niveau de la Lorraine, très peu présent dans les Vosges. Donc ça, c'est les deux espèces principales, on va dire, et emblématiques, qui sont aussi considérées dans le cadre de la trame verte et bleue. Cet ancien vannage, situé sur la commune de Vis-en-Bas, a été aménagé dans le cadre du programme de restauration du Blanc-Rue, puis repris par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Cette étude avait diagnostiqué 83 ouvrages sur l'ensemble du territoire de l'ancienne communauté de communes, dont la moitié était difficilement ou impossible à franchir par les poissons. Cet ouvrage, sans usage, présentait une chute de 80 cm, infranchissable, y compris pour la truite. Généralement, l'effacement de l'ouvrage est préconisé. Cependant, au vu du contexte urbain en amont nécessitant un certain maintien du niveau d'eau, la décision fut prise d'installer une rampe à enrochement afin de rendre franchissable le vannage. Cet équipement consiste à ajouter des blocs de pierre dans le lit du cours d'eau afin de créer une pente douce en aval de l'ouvrage. Cet équipement demande un entretien pour éviter la présence d'embâcles. Cependant, ce dispositif reste moins coûteux et plus fonctionnel que d'autres moyens de franchissement. Cette étude, puis les travaux nécessaires, ont été financés par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse à hauteur de 80%, facilitant la mise en œuvre. Ces démarches de restauration de la franchissabilité piscicole sont obligatoires pour tous les cours d'eau du territoire, sur les ouvrages privés ou publics. Historiquement, les collectivités locales se sont investies dans les missions de restauration de cours d'eau, incluant depuis peu les questions de continuité écologique. Dans le cadre de leurs compétences GEMAPI, gestion des milieux aquatiques de prévention des inondations, la collectivité propose le portage de ces opérations de restauration sur les cours d'eau de leur territoire. Elle intervient pour les travaux présentant un intérêt général. Ainsi, la communauté d'agglomération porte plusieurs programmes de restauration et d'entretien de cours d'eau, participant activement à la mise en œuvre de la trame verte et bleue sur son territoire. Cet outil de gestion permet d'accroître la biodiversité forestière. Celui-ci, consigné dans l'aménagement forestier de la parcelle, consiste à laisser vivre la forêt sans l'exploiter. Par exemple, sur la forêt communale de Saint-Dié, cette gestion a été mise en place, comme nous l'explique Benoît Guignot, agent à l'ONF. L'îlot de sénescence est décidé depuis le dernier aménagement, qui vaut pour une vingtaine d'années. Donc ça fait quelques années maintenant que cet îlot est décidé îlot de sénescence. On est sur une petite surface, 8 hectares pour cet îlot. Il s'avère que cet îlot-là de sénescence a été choisi pour cette qualité qu'il avait déjà, c'est-à-dire qu'on était sur un peuplement de vieux arbres, de gros arbres. On était aussi dans une zone de captage, dans une zone humide, et avec des captages de sources qui sont exploités. Et puis aussi, on était dans un peuplement qu'on appelle mitraillé, donc avec des éclats d'obus de la dernière guerre mondiale. Voilà, donc 3 raisons pour lesquelles on a choisi cet îlot. On réserve 1% de la surface de nos forêts domaniales et communales, en tout cas c'est la proposition qu'en est faite par l'ONF aux propriétaires. Donc on a un peuplement qui est en équilibre, qui se régénère naturellement, et on a tous les strates forestiers qu'on puisse imaginer, et d'essence aussi. On voit très bien derrière moi la chandelle, c'est la partie qui reste debout de l'arbre qui est mort, qui a été cassé par un coup de vent et dont la cime se retrouve au sol. Donc là on avait un gros bois qui est complètement sec. La richesse d'un arbre mort n'est plus à prouver aujourd'hui, c'est la meilleure diversité qu'on puisse avoir. Ça commence par les insectes qui s'installent dans ces arbres morts et qui sont à la base au pied de la chaîne alimentaire pour les oiseaux et puis toute la faune la plus large. En termes de coût, on n'exploite plus, donc effectivement on perd la matière ligneuse qui est dans cette parcelle-là, puisqu'on ne l'exploite pas. Là on est sur 8 hectares,
Sur 20 ans, on fait 2 rotations de coupe. Voilà, on va perdre 600 mètres cubes sur 20 ans. Donc on fait pas, la commune ne fait pas un gros sacrifice financier. La trame verte et bleue locale est un formidable projet porté de concert par le pays de la Déodacie et le pays de Remiremont et ses vallées. Sa particularité s'exprime par la volonté des deux pays à dépasser le cadre réglementaire souvent perçu comme un frein. Il s'agit donc de répondre aux obligations des collectivités en termes de préservation de la trame verte et bleue en l'accompagnant d'un pack qualitatif de mesures environnementales. Ce travail a mobilisé de nombreux acteurs locaux, 70 élus, 5 intercommunalités, des partenaires institutionnels, des partenaires financiers, ce qui prouve l'importance du développement de cette thématique locale sur notre territoire. L'objectif était de réaliser une cartographie cohérente avec les enjeux locaux qui servirait d'aide à la décision pour les aménageurs. Ce travail pourra, je l'espère, servir de trame pour le développement local durable, pour l'environnement et notamment dans le cadre de l'élaboration du futur SCOT. Le diagnostic d'identification de la trame verte et bleue a été réalisé de concert avec l'ensemble des acteurs du territoire sur la période 2015-2017. Ce diagnostic a été réalisé à l'échelle des deux pays, de la Déodacie et du pays de Remiremont et de ses vallées, sur le territoire du futur SCOT massif. Il identifie les secteurs d'intérêt pour la trame forestière, prairiale et les cours d'eau. Un complément sur les zones humides sera réalisé en 2018. Cette cartographie des enjeux est un premier travail de déclinaison du schéma régional de cohérence écologique lorrain et pourra servir de base de travail pour l'ensemble des aménageurs, notamment dans leurs documents d'urbanisme. Cette carte constituera ensuite la base de travail et de réflexion pour l'élaboration du futur SCOT. Les deux pays se sont engagés dans une suite opérationnelle de ce diagnostic avec la mise en place d'un plan d'action triannuel 2018-2020. Le but de ce plan d'action est de 3 sortes. Le premier volet, un volet d'études complémentaires afin à la fois d'identifier les enjeux sur chaque secteur d'intérêt, donc par exemple l'état de conservation des prairies et des forêts, ainsi que l'identification des zones humides. Le deuxième volet consiste à accompagner les porteurs de documents d'urbanisme dans l'intégration de ces enjeux-là dans leurs documents, avec des propositions opérationnelles et accompagnement de leur bureau d'études dans cette démarche. Et le troisième volet consiste à accompagner les gestionnaires d'espace, que ce soit les agriculteurs, les forestiers ou les particuliers, à intégrer ces enjeux dans leur gestion quotidienne pour que les enjeux de biodiversité soient maintenus tout en gardant un développement économique local cohérent. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre dans la démarche Trame verte et bleue.